Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros, capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo et d'un invité de marque, de prestige, Rémi. De prestige. On avait dit qu'on abandonnait ce terme. Alors, non, le prestige du patronyme, alias Rémi, alias double particule. Rémi de Trichy de Varennes. Et donc, le prestige, nom du latin prestigium, qui... Ça, tu vas la réutiliser. Qui signifie usurpateur, finalement. Usurpateur, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que, tu vois, sur la définition qu'a soulevée Hugo, il y a cette arnaque contemporaine au faux prestige, cette recherche au prestige, finalement, qui n'est pas authentique, qui n'est pas originelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième épisode avec Rémi de la chaîne Parlons Long Terme, où nous allons nous concentrer sur la bourse comme pilier d'enrichissement et nous allons voir la stratégie d'investissement d'allocation de capital au travers des small caps, puisque Rémi est spécialisé dans ce domaine. Nous allons donc aborder une stratégie basée sur l'investissement à long terme et pas à court terme, et non une stratégie d'investissement n'étant pas une stratégie de pari. Pour ça, il y a le casino. Nous sommes, comme je l'ai dit, accompagnés de Rémi. Nous avons fait la présentation de Rémi et l'échange dans le précédent épisode. Et nous allons parler de vision à long terme. On mettra les liens sous le podcast, le lien de la chaîne YouTube Parlons Long Terme. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut absolument que vous abonniez. On mettra le lien également du logiciel VIS, Value Investing Screener. Dont on va parler, puisque c'est un des outils qui te sert dans ta stratégie. C'est très intéressant puisque c'est un outil que tu as développé au début pour toi-même. Tout à fait. Et également d'autres liens. Tous les liens se trouvent en dessous. Donc, à travers ce podcast, on va essayer d'aborder avec Rémi 3 points. Et c'est très intéressant parce que Fouad est complètement vierge en bourse. Donc, à la recherche de solutions. Et on va essayer d'aborder 3 points et au fur et à mesure le faire évoluer. Pourquoi est-il indispensable d'investir en bourse dans une stratégie de création de capital ? On est sur un podcast qui s'appelle 10 millions et pas 100K d'ici la fin de l'année. Pourquoi investir dans les small caps qui sont très peu connus, très peu, à part si on se réfère, moi quand on me disait small caps, je pensais au loup de Wall Street. Les Pinky Shares, c'est ça ? Penny Stocks. Mais ouais, et eux, c'était sur du marché. Donc, enfin, non, ouais, de seconde main, non, même pas. C'était peut-être sur du marché. Ça se mettait sur des feuilles roses. Et ça devait être du gré à gré, ouais, tout à fait. Donc, la stratégie des small caps, c'est le comparer à d'autres actifs qui sont souvent évoqués. Et surtout, on va s'intéresser à comment investir dans les small caps avec un cas pratique. Avec un cas pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence d'une small cap qui a doublé sa valeur cette dernière année d'une autre small cap qui a divisé par 3 sa valeur et qui est très connue sur le marché et qui a été largement promue. Il faudra attendre la fin pour découvrir laquelle on parlera. Sachant que je parlais de la small cap qui a fait x2 sur le marché il y a déjà bien plus d'1 an. Voilà. Donc, Rémi, pourquoi est-il indispensable d'investir en bourse ? Pourquoi Fouad doit investir absolument en bourse ? La raison numéro 1 est cette notion de diversification. Lorsque l'on prend en compte l'économie, on ne peut pas faire fi de ses cycles. Et chaque cycle économique a son secteur de prédilection. Et l'immobilier va être sensible à certains cycles. Et il va y avoir typiquement, dans le cadre d'une récession, des secteurs économiques à favoriser. Par exemple, le secteur des utilities, des services publics, qui vont être des secteurs qui vont très bien performer lors de crises économiques. Lors d'un cycle de reprise économique, les transports, même une boîte comme Renault a fait x3 en termes de capitalisation boursière entre 2009 et 2013. Et donc à ce moment-là, ça va être intéressant d'avoir une exposition sectorielle sur le secteur des transports. Et donc, d'une manière générale, lorsqu'on se constitue un patrimoine, il ne faut pas opposer les classes d'actifs, comme tu aimes à le dire, Fouad. Il faut accepter le fait de s'exposer finalement sur toute classe d'actifs pour augmenter son antifragilité. Quel est ton point de vue là-dessus, Fouad ?
Moi, tu vois, tu l'as relevé. Il y a quelque chose que je trouve détestable et que je note régulièrement, c'est cette opposition entre classes d'actifs. Alors, tu as les partisans. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au sein même d'une classe d'actifs, tu as une opposition. Et je prends un exemple concret. En immobilier, tu as les marchands de biens qui te disent, moi, je ne fais pas de locatif, je ne fais que du marchand de biens. Et le locatif, c'est pas intéressant. Alors que le marchand de biens est la suite logique d'un investissement, d'un investisseur, enfin d'une stratégie d'investissement massive en immobilier, et que il est préférable de ratisser dans la catégorie particulier pour se constituer un patrimoine très important, et ensuite, en termes de professionnalisation, aller chercher de la marge par le biais de l'activité de marchand de biens. Et donc tout ça pour dire que la bourse, de mon point de vue, alors ça m'intéresse, dans ma radicalité de l'acquisition de la connaissance, je n'y vais pas parce que je ne peux pas allouer mon temps sur la connaissance immobilière, et pas que, hein, sur la psychologie entrepreneuriale, sur la sociologie de la richesse, sur aussi une thématique qui est importante à mes yeux et qui devrait intéresser d'ailleurs la majorité des Français, sur la notion de mobilité sociale. Donc ça m'intéresse. Dans un deuxième temps, pour aller chercher, et là le mot est justifié, sinon je ne peux pas l'entendre en termes d'investissement immobilier, pour aller chercher de la passivité. Donc la bourse m'intéresse pour aller chercher de la passivité, pour aller chercher de la rentabilité et pour aller chercher de la diversification. Donc voilà, et la première fois que j'ai entendu parler de small cap, donc de petite capitalisation boursière, c'est à travers toi. Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc voilà, moi je pense que dans un parcours, à un certain âge, il faut sécuriser son capital, dont la constitution, de mon point de vue, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, est laborieuse. Et donc, la bourse joue un rôle qui est fondamental. Alors, pas forcément dans mon cas dans la constitution du capital, mais dans la préservation du capital, dans l'extraction de revenus passifs. Là, ça m'intéresse. Et c'est un sujet, je pense, qui peut intéresser, et notamment les investisseurs qui arrivent sur une tranche de la quarantaine, de se dire « Ok, j'ai fait des trucs, j'ai usé et abusé du levier bancaire français, j'ai fait de l'IMO, très bien, moi je suis marchand de biens, je me dirige à 200 km/h sur le rachat d'entreprise, je sais que c'est tout sauf passif, et donc le troisième relais est la bourse, et ça j'en suis intimement persuadé. » Ce qui est intéressant au travers de la stratégie également, il faut parler en bourse de la notion de diversification. Et comment on diversifie et on rend antifragile. Je sais que vous êtes tous les deux des grands amateurs de Taleb. Comment on diversifie ? On va diversifier, selon moi, pour diversifier avec justesse un portefeuille, il faut d'abord le diversifier du coup sectoriellement, en acceptant de s'exposer à tout secteur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas prédire un Covid-19, on ne peut pas prédire une guerre en Ukraine, on ne peut pas prédire grand-chose en réalité, si ce n'est le fait que l'avenir sera cyclique. Des signes noirs ? Est-ce que c'est signe noir ? On ne peut pas prédire un signe noir. C'est un événement qui, par définition, ne peut pas être prédit. Et un exemple de signe noir, par exemple, qui peut advenir au cours des 50 prochaines années, mais auquel personne ne se prépare réellement à l'échelle micro, c'est un accident nucléaire de grande ampleur. Pourtant, au cours des 50 dernières années, il y a eu 2 accidents nucléaires de grande ampleur. Le nombre de centrales nucléaires a doublé finalement par rapport à ce qu'il y avait à l'époque de Tchernobyl et de Fukushima, et on n'arrête pas de multiplier les réacteurs nucléaires sur Terre. Et sur un horizon de 50 ans, que ce soit pour des raisons terroristes ou sur un événement naturel de tremblement de terre ou de raz-de-marée ou autre, il peut y avoir un autre accident nucléaire. Si tout notre parc immobilier ou si toutes les entreprises que l'on possède sont situées dans un horizon finalement proche d'une centrale nucléaire qui est celle qui est sujette au risque en question, eh bien, on encourt un risque systémique majeur. Et d'où l'importance de se diversifier face à ce genre de signe noir. Et ce signe noir, justement, de la centrale nucléaire, nous souligne également la nécessité de se diversifier géographiquement. Donc il va y avoir une diversification sectorielle nécessaire, également une diversification géographique, donc sur chaque continent notamment, ce qui va nous permettre de nous couvrir de risques de change, ce qui va nous permettre de nous couvrir de risques politiques,
ce qui va nous permettre de Réglementaire également. nous couvrir de risques réglementaires, de profiter également de différents avantages fiscaux par rapport à des zones qui vont imposer des retenues à la source très importantes et d'autres non. Et ensuite, il va y avoir également une nécessité, selon moi, de diversification en termes de taille d'actifs. Très rapidement, lorsqu'on parle de bourse, on parle souvent de grandes entreprises, alors que le fait d'aller chercher quelques grandes entreprises, mais également beaucoup de petits éléments indépendants du système mondial, fragiles à leur échelle, mais antifragiles dans un ensemble, parce que non corrélés, c'est très intéressant pour aller chercher une forme d'antifragilité, de résilience et donc de diversification efficace à long terme. En matière de signe noir, tu es rentré dans l'introduction en prenant l'exemple de Renault, si je dis bien. Est-ce que le licenciement de Carlos Ghosn peut être aujourd'hui considéré comme un signe noir? Complètement hors sujet, mais... Ouais, Ça a été le chaos après son départ. complètement, parce que c'est un événement, typiquement, c'est de l'événement, c'est de l'humain, et c'est aussi la nécessité d'où la nécessité de se diversifier. L'investissement en bourse n'est pas un jeu d'échecs, parce qu'on ne maîtrise pas on ne maîtrise pas finalement les cartes que l'autre a en main. C'est un jeu de poker, et on est obligé d'agir en prenant en compte le fait que, eh bien, on n'a pas toutes les cartes en main, et on est obligé d'agir en probabilité de réussite, et on est donc obligé de jouer sur plusieurs mains pour assurer que notre probabilité de réussite ait un taux de succès élevé. Et c'est pour ça qu'on va se baser sur de l'analyse fondamentale, sur l'évaluation de critères comptables et de performance financière d'entreprise. Maintenant, on peut se prémunir face à des risques de mauvais management, de fraude comptable, mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'on les a bien évalués, d'où l'importance également de se diversifier pour se couvrir de ce genre de risques qui sont en effet des risques systémiques et systématiques imprédictibles face auxquels on ne se couvre qu'en diversifiant et en achetant plusieurs titres non corrélés. Aujourd'hui, alors je connais la réponse, mais aujourd'hui, sur ton portefeuille, tu es exposé sur combien de continents, à combien de monnaies, et tu es sur combien de sociétés? Je suis exposé à... Alors, il y a 3 portefeuilles différents, un antifragile, un dividende, un efficient. Globalement, on parle à chaque fois de 15 à 20 titres maximum, exposés à tous les continents, sur une dizaine de monnaies différentes, et sur à chaque fois, chaque secteur. Et des secteurs En particulier, des secteurs que tu favorises particulièrement? j'aime beaucoup les secteurs controversés. Je dis controversés parce qu'il va y avoir, de par leur réputation, une décote importante, donc un prix de marché bas proportionnellement à leur production de valeur ajoutée. Typiquement, une société minière dans le charbon, et on pourra en reparler, se retrouve à avoir un prix extrêmement bas en règle générale, proportionnellement à ce qu'elle génère en matière de flux de trésorerie. Et donc, ça va être très intéressant parce qu'on va acheter un actif qui va valoir très peu cher par rapport à ce qu'il produit. Ça va être, alors que notre système mondial est aujourd'hui profondément dépendant du charbon, à 40%. 40% de l'énergie mondiale, c'est du charbon. L'huile de palme, c'est pareil. Pourtant, toute l'Inde consomme de l'huile de palme sur un plan alimentaire, l'Afrique consomme de l'huile de palme sur un plan alimentaire, et nous consommons de l'huile de palme dans nos nouveaux biocarburants. Donc, ce qui induit d'ailleurs une forte corrélation aujourd'hui entre l'huile de palme et le pétrole, ce qui est un autre débat, et qui prête à sourire. Quand on voit le lobbying anti-huile de palme que proposent ceux qui, par la même occasion, utilisent du biocarburant. Mais ce sont du coup des types typiquement d'entreprises qui vont avoir de grosses décotes parce qu'elles sont dites du coup controversées. Et je vais adorer le fait de m'exposer à un secteur par le biais d'une entreprise que je vais acheter très peu cher proportionnellement à ce qu'elle produit. Et quelle que soit notre façon d'investir, que l'on achète de l'immobilier, que l'on achète des entreprises, sur le marché privé ou public, ou que l'on achète des actifs, aussi tangibles qu'incorporels soient-ils, ce qui va nous permettre de faire une bonne affaire, c'est d'acheter cet actif à un prix moins cher que ce qu'il ne vaut, en prenant en compte ce qu'il peut générer dans toute sa durée de vie en matière de flux de trésorerie, en matière d'appréciation de valeur. D'où l'importance de cette notion en termes de valorisation qui est le discounted free cash flow, qui est finalement la somme des flux de trésorerie qu'une entreprise va générer jusqu'à la fin de sa vie en prenant en compte un discounted rate qui est la dépréciation, enfin le risque finalement associé à la probabilité de réussite de cette génération de flux de trésorerie. Et c'est là qu'on voit le lien entre les deux personnes qui sont en face de moi à la table, c'est-à-dire Fouad avec ses lunettes de soleil, on dirait un chanteur de jazz. Je t'ai déjà dit que j'étais trop réaliste et que j'avais besoin de lunettes pour filtrer la réalité. Et tu vois, c'est le point commun qu'on voit entre la bourse et l'IMO qui reste se concentrer sur l'actif. C'est acheter le coup de fusil. Ouais, c'est très pertinent ce que tu as dit parce que c'est un réflexe de commerçant.
au sens noble du terme, bien acheté. Et je vous pose la question, j'avais posé la question à un client en coaching qui me disait, moi je vise les 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Et je vous pose la question, mais répondez comme ça spontanément, quel est le montant de l'encours immobilier, bancaire, pour avoir les 10 millions d'euros d'immobilier? Spontanément. Je vise, j'ai pas d'immobilier, je vise un patrimoine de 10 millions d'euros. Quel est le montant de l'encours? Tout de suite, à souscrire. 10 millions. 10 millions. Voilà, ben non, c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas une bonne affaire. Voilà, si j'achète pour 10 millions, j'ai souscrit pour 7 millions d'euros de prêt. Ouais, parce que tout à fait. Donc, parce que tu ne prends pas en compte l'appréciation tu vois, ça veut dire que ça, c'est un état d'esprit de commerçant, j'achète bien. Et tu vois, moi, j'ai fait 10 ans d'automobile. Pour la reposer, la question. Mais c'était plus un test. Non, mais je trouve ça très c'est intéressant et c'est toujours complexe quand ton interlocuteur a une réponse précise en tête que de donner la réponse juste attendue. Parce que, et en effet, en prenant en compte finalement une notion d'horizon de temps, tu as la marge hypothécaire en fait, c'est la marge delta hypothécaire et également la prise en compte de l'appréciation de la valeur du bien dans le temps, qui est à toujours à prendre en compte. Et du coup, finalement, ce qui est très important, que ce soit dans ton domaine ou le mien, et même dans le rachat d'entreprise. Moi, j'estime que alors c'est un processus qui est en cours et qu'on fait une bonne affaire à l'achat. C'est toujours de bien acheter. Comme disait Gérard Mullier, pour être un bon vendeur, il faut être un bon acheteur. Et ça, c'est fondamental parce que derrière, ça rallonge en fait la durée de l'amortissement finalement de ton affaire si tu as mal acheté. Maintenant, la question en bourse, c'est qu'est-ce qu'un bon achat? Parce que d'aucuns, en prenant en compte cette considération du bon achat... Je pense que les ratios sont les mêmes, non? Vont se perdre. En tout cas, en fait, surtout, la question, c'est quels sont les critères à prendre en compte. Et beaucoup vont se perdre dans le fait de regarder dans les étoiles, dans le marc de café, dans des graphiques. Alors que ce qui est intéressant, c'est réellement de se dire, est-ce que je fais un bon achat proportionnellement à ce que l'entreprise génère? Et même si, finalement, 6 mois plus tard, le coût est plus bas et décote, et typiquement, la société minière dont on parlera, moi, je l'avais acheté à un prix qui était très intéressant. Puis, quelques mois plus tard, elle a chuté de 30% suite à une problématique opérationnelle. Ça ne change pas le fait qu'à ça ne changeait rien au fait que j'avais fait une très bonne affaire. Ce n'est pas grave. Et je n'avais aucun regret à avoir vis-à-vis de ça parce que je savais quelle était la valeur intrinsèque du sous-jacent. Et finalement, 1 an plus tard, le cours s'est réapprécié. Après, il y a un critère qui est quasiment absent en immobilier, qui est très présent dans ton domaine d'activité, c'est la volatilité. Et l'immobilier sur un marché très mature comme le marché français, où le français est fortement attaché à la pierre, l'allemand est attaché à l'automobile, c'est la patrie de l'automobile et la mère de l'automobile, mais du moins 20, moins 30%, ça n'existe pas. C'est peut-être arrivé une fois ou deux en 100 ans, mais il n'y a pas ce critère de volatilité. Donc quand tu fais une très bonne affaire en immobilier, ta bonne affaire en fait va perdurer dans le temps et risque même l'écart risque de s'agrandir en fait. Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, disait à juste titre, à court terme le marché vote, à long terme il évalue. Ce qu'il évalue, c'est la valeur intrinsèque du sous-jacent de l'entreprise. Et je dois t'avouer que je n'ai jamais manqué d'argent et je n'ai jamais vu l'argent que je plaçais en bourse comme un argent dont j'ai besoin et qui me mettait la boule au ventre. Finalement, moi, ça a toujours été une façon de sécuriser une partie de l'argent qui était gagné en appréciant juste son appréciation dans le temps et comme un processus, mais sur lequel je suis complètement détaché émotionnellement. D'autant plus que je pratique ce qu'on appelle le buy and hold, ce qui est la stratégie quasiment la plus passive qui est en bourse, c'est-à-dire qu'on va vraiment uniquement chercher des pépites et que l'on va accumuler. Okay. Et le seul but finalement sur du long terme, c'est jouir de la rentabilité du capital qui découlera des dividendes. Mais donc on est vraiment sur un processus qui est très très long terme et je ne suis pas du tout attaché émotionnellement à la volatilité du portefeuille. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir un rapport annuel produit par mes équipes chaque année dans lequel on s'intéressera à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Je suis mais d'accord c'est très dur pour la moyenne des gens. J'entends ce que tu dis, mais c'est une question de performance et de sécurité en cas de nécessité de liquider un portefeuille. La vision long terme n'exclut pas le fait de faire une bonne affaire. Tout à fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien sûr. Alors évidemment, à long terme, tu as le temps qui peut corriger ton erreur. Mais il est quand même préférable. Moi, je dis toujours la même chose en coaching, ou en mentorat. Avoir de grands objectifs, c'est noble. L'ambition est noble. Et même, je vais plus loin que ça. Les projets font vivre le couple, la famille, par les aspects positifs qu'il apporte, et notamment l'instruction, l'alimentation dans le capital humain, etc.
Et on parlait de diversification, et j'en avais parlé, mais notamment sur mon investissement sur Bali, j'ai vu aussi l'aspect positif humain, ce que ça pouvait apporter en termes de gratification et de satisfaction sur la famille. Mais quand même, les grands objectifs exigent d'être intransigeant quant à l'excellence de l'acquisition des actifs. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Surtout quand on a un levier bancaire Oui. et symétriquement un effet massue qui peut être aussi puissant qu'une autre spécialité française, la guillotine, et donc décapiter la tête de l'investisseur. Donc il faut être absolument dans cette obsession de la qualité des achats. Comme l'effet de levier peut décapiter également l'investisseur. L'investisseur en bourse, et d'ailleurs, on parle souvent de Charlie Munger et de Warren Buffett, on oublie souvent le troisième associé, qui faisait partie de la partie, Rick, qui a été écarté de la partie dans les années 70, parce qu'il souhaitait aller plus vite que Charlie Munger et Warren Buffett. Il avait donc pris de l'effet de levier sur son portefeuille. Et suite à la récession des années 70, il a eu un appel de marge qui a amené Warren Buffett à lui racheter ses actions Berkshire Hathaway à $7, une action qui cote aujourd'hui à plus de $400 000. Ouais, donc c'est énorme. Donc le maniement du... Il en avait plusieurs, je suppose, actions. Oui. Donc le maniement de l'effet de levier, notamment en bourse, est réellement à modérer. Charlie Munger aime à dire que l'investisseur a 3 ennemis, les femmes, l'alcool et l'effet de levier. Et je rajouterai à ça, il a 3 ennemis. Hugo Il a... femme et l'alcool. Il a 3 ennemis. Si tu les consommes à l'excès, il te faut en revanche une femme pour t'accomplir. En tout cas, c'est ce que je pense. Une femme. Il peut être appréciable de savoir apprécier un bon vin, notamment quand on pratique le métier que nous pratiquons. Et il peut être très appréciable d'intégrer une dimension relative à de l'effet de levier dans un portefeuille pour augmenter son return on equity, son retour sur le capital investi. T'es mathématicien. Légèrement. Si je prends 2 femmes, est-ce que ça me fait un plus ou pas? El Predator. Si je prends 2 bouteilles de vin... Écoute, on demandera à Anne. Heureusement, Ça je ne ne comprends sera pas le obligé de- français. Aucun risque d'écoute de podcast, contrairement au CSA. Je vais lui envoyer une traduction. Une traduction. Ouais, mais si c'est toi qui l'as traduit, j'ai le temps. Ah non, je vais payer un traducteur. Donc, on était sur l'effet de levier après cette... l'horizon temporel d'un bon investisseur immobilier, parce qu'on est dans de l'immédiateté. Et les gens cherchent la rapidité, cherchent les gains. Quelqu'un qui veut placer de l'argent, que ce soit en immobilier, par exemple, quelqu'un qui va aller chercher du cash flow, va faire toutes les pires erreurs du monde. Un investisseur qui veut investir et donc se constituer une sécurité sur son épargne, se constituer une source de revenus additionnelle et passive, c'est ce que tu recherches, Fouad. Tout à fait, moi je recherche la passivité et la diversification, tout à fait. Sur quel horizon temporel doit-il se placer? Ça dépend. Ça dépend du capital aussi. Et ça dépend de l'assurance qu'il souhaite avoir sur le fait de pouvoir liquider son capital sans en perdre sa valeur. S'il veut avoir une forme d'assurance de ne pas perdre de la valeur du capital, s'il doit le liquider, il est obligé de voir au minimum à 20 ans. Minimum à 20 ans. Oui, parce que si tu te prends une crise telle que celle de 1929, tu auras une décote telle de ton portefeuille que tu mettras 20 ans à retrouver son montant initial. Donc tu ne peux pas raisonner autrement qu'à 20 ans si tu veux avoir une assurance de pouvoir liquider tes lignes pour retrouver ton capital pour un autre projet. Et ça, trop peu le soulignent. Si tu souhaites avoir finalement cette assurance-là, tu es obligé d'intégrer finalement une part obligataire à ton portefeuille pour réduire sa volatilité. Si je peux apporter un élément de réflexion, dans un raisonnement intergénérationnel, de mon point de vue, il y a une règle de base qu'il ne faut jamais enfreindre. En fait, c'est ne jamais consommer son capital. Et finalement, l'horizon temporel est quasiment infini. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le temps n'est plus un paramètre. Et à partir du moment où la règle est respectée, à savoir ne pas consommer son capital et éventuellement le rendement et peut-être une partie de la rentabilité du capital, mais jamais le principal. Tout à fait. De toute façon, à partir du moment où tu es dans une situation où tu peux jouir des intérêts de ton capital sans le consommer, en effet, le potentiel de croissance est infini. Mais pour jouir du capital, faut-il encore bien sélectionner ses actions? Comment on sélectionne 20 actions? Est-ce qu'on se réfère au graphique en hebdomadaire, des têtes-épaules,
des doubles coudes inversés. Il y a quoi comme autre Je sais pas, je les écoute pas. Et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant. Il faudra que tu mettes, Hugo, la scène là, dans Le Loup de Wall Street où tu as Matthew McConaughey. qui t'explique la bourse, c'est du vent. On ne sait pas où va aller une action. Elle peut se barrer à droite, à gauche, on n'en sait rien. Tu vois, ça, c'est une... Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Personne. Je rebondis sur la question. Alors, tu vois, ce qui m'a frappé la première fois où j'ai écouté ton discours, tu parlais d'analyse fondamentale sur des ratios économiques, financiers, etc. C'est-à-dire ce qu'on fait avec une vraie entreprise. Et le contraste était saisissant avec la norme 2.0 où tu vois des gamins de 16 ans utiliser un logiciel gratuit en faisant de l'analyse technique, en t'expliquant que l'action va aller je ne sais où parce que il a fait un trend. Et en fait, tu as, à mes yeux de novice, tu as apporté une forme de crédibilité, de sérieux qu'il n'y a pas forcément dans... et je ne parle même pas des cryptos où c'est encore pire. On en parlera des cryptos. Mais voilà, et qu'est-ce que tu en penses sur ce point-là? L'analyse fondamentale est-elle indispensable? Et est-ce que tu fais de l'analyse technique? Je ne connais pas d'investisseurs qui ont résisté à l'épreuve du temps, qui ne font pas de l'analyse fondamentale. Le meilleur investisseur français, qui est un de mes mentors, William Higgons, est un investisseur qui ne fait que de l'analyse fondamentale depuis 30 ans dans le domaine des small cap value. Il va légèrement prendre en compte une notion de momentum, donc d'accélération finalement de l'appréciation du marché d'un titre donné, ce qui peut être intéressant dans le monde des small cap, parce qu'une small cap peut rester dormante malgré une grosse décote du marché pendant plusieurs années. Mais si tu as une perspective long terme, tu n'as même pas besoin de prendre ça en compte. Et selon moi, surtout si tu n'as pas d'autres investisseurs qui vont te mettre de la pression. Et oui, il y a beaucoup d'investisseurs excités sur Internet qui ne jurent que par les graphiques. Moi, de mon côté, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les rapports annuels des sociétés et ce qui en découle, c'est-à-dire les états financiers de ces sociétés. C'est comme ça qu'on détecte une bonne affaire, ce n'est pas en regardant dans les étoiles ou dans les graphiques. Et ces investisseurs-là sont des investisseurs excités, comme il en existe beaucoup d'ailleurs également en immobilier. Mais je connais des investisseurs excités, je connais quelques vieux investisseurs, mais je ne connais pas de vieux investisseurs excités. Donc, j'adopte directement la seconde attitude. Tu vois, pour donner un exemple concret, il y a un champ lexical que je n'ai jamais entendu dans ton domaine d'activité. Évidemment, je n'ai pas ratissé tous les sites, toutes les chaînes YouTube. Capitaux propres, compte de résultats, bilan, dette. Je n'ai jamais entendu un investisseur, et tu as des poids lourds, je ne vais pas le citer pour lui faire de la publicité, mais je pense pas que tu fasses de la publicité. Non, alors, même si tu le cites. Alors, je préfère l'utiliser. J'aime raisonner en termes de contre-référence. Ça me permet d'avancer et d'éviter les erreurs. Mais c'est une personne qui a 800, 900 000 abonnés. Mais bon, les personnes ne m'intéressent pas. Mais je n'ai jamais entendu cet individu prononcer le champ lexical que je viens de citer, à savoir capitaux propres, compte de résultats, bilan, etc. C'est exclusivement de l'analyse technique. Ni plus ni moins. J'ai l'impression que c'est une posture qui permet d'étouffer une absence de compétences. Non, mais je le dis comme je le pense. Une absence de compétences financières, comptables, économiques, enfin ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. C'est un support, l'analyse technique, et le fait de réduire le monde boursier à de l'analyse technique, c'est juste, prendre ce support-là pour jouer comme on jouerait au casino. À la différence du fait que 9 joueurs sur 10 perdent au casino, alors que dans le monde du trading, c'est 99 sur 100. Une fois que l'on écarte finalement les joueurs, les spéculateurs, pour qui j'ai... Donc tu as un gagnant sur 100. Ouais. Et la structure psychique des gagnants est très particulière. J'ai dans mes clients un des 1000 meilleurs traders au monde. Le mec travaille pour une propre firme à Londres et il travaille avec des flux de trésorerie qui sont monumentaux. C'est quoi une propre firme? C'est une entreprise qui va te prêter de l'argent pour trader pour son compte, et tu vas en tant que trader récupérer 10% des gains que tu réalises pour cette entreprise. Et le gars fait des millions par an, donc il réalise pour l'entreprise des dizaines de millions grâce à ses trades. Mais la structure psychique de l'individu est
la qualité de sa technicité et de sa réactivité, etc., est exceptionnelle. Et parce que c'est un excellent trader, c'est d'ailleurs un mauvais investisseur. C'est très difficile pour lui d'adopter finalement une stratégie d'investissement long terme avec tout ce qui en découle, parce qu'il va mixer ces deux mondes. Et le monde de la spéculation est à l'opposé du monde de l'investissement, qui nécessite de retourner aux fondamentaux, d'accepter d'être patient, de s'intéresser aux entreprises année après année. Alors, des fois, on me demande comment tu fais un choix, quels sont tes critères pour sortir d'une position. Pour moi, pour sortir d'une position, c'est une décision qui prend 2 ans. Parce que j'attends 2 résultats consécutifs. Sauf mouvement de panique si tu as écho d'un risque, d'une fraude, d'un risque de fraude. Si tu as une fraude, c'est déjà... Oui, c'est déjà quasiment fraude trop tard, mais ou risque de fraude. sortir. On est sorti d'une position qui avait un risque de fraude il y a 6 mois. Cette position a fait moins 50% le mois dernier. Donc on avait bien estimé le risque de fraude. Donc on peut l'estimer, mais c'était, encore une fois, on jouait avec des cartes. On avait un jeu de cartes en main qui ne nous donnait qu'une faible vue d'ensemble de la situation. C'était une fraude sur quoi, si je peux demander? Tu en peux gros, répondre par la négative. On est sur une situation où l'activité d'exploitation qui est détaillée dans les rapports annuels semble être différente de l'activité d'exploitation réelle de l'entreprise, qui est une entreprise allemande. Et quand on sait la créativité que peuvent avoir les Allemands pour maquiller des fraudes comptables, le risque était relativement trop élevé pour ne pas prendre en compte des événements de l'histoire récente, pour citer par exemple Wirecard sur des qui est très marrant parce que Wirecard a mis énormément de temps à éclater. Tout à fait. Et ça a éclaté grâce à Mazars, mon cabinet comptable, qui était un magnifique cabinet comptable français, qui était également le cabinet comptable de Bernard Arnault. C'est Mazars qui a audité, me semble-t-il. Il me semble que c'est KPMG et EY qui ont décelé où ils comptaient... Ou alors c'est Mazars qui auditait les comptes et c'est EY qui a détecté. En tout cas, Mazars était dans l'équation dans les rapports annuels. Peut-être un commissariat aux comptes. Non, mais il y en a plusieurs. De toute façon, il y en a plusieurs. Ceux qui l'ont dénoncé étaient c'était le Financial Times, si je je crois que j'ai vu la série. Il y avait un journaliste acharné qui allait toquer à la porte des moindres filiales qui utilisaient des nominis directement au fin fond de l'Angleterre et des Philippines. Sur des fermes. C'était assez intéressant. Et quel a été l'élément déclencheur de la fraude? C'était une notice que tu as eu, une notice, excuse-moi Fouad pour parler en anglais, une alerte, un article. La lecture des rapports, justement un flou dans la réponse aux questions sur les dernières assemblées générales des actionnaires, et ensuite une recherche approfondie de la part de membres de notre écosystème et de la part de mon analyste principal sur la société qui est en charge des portefeuilles. Alors, tu vois, je vais rebondir. Il y a déjà une première distinction là en t'écoutant. C'est la différence entre un trader et un investisseur. Et quand tu dis bourse, les gens pensent immédiatement trading. Ouais. Et donc, tu n'es pas un trader, tu es un investisseur. Je ne suis et je ne serai jamais un trader. Enfin, je suis un investisseur et et d'ailleurs, ce que je fais, le monde de l'investissement a été. Tu dis à juste titre qu'on ne peut pas commencer par la bourse pour s'enrichir, et je suis d'accord avec ça. Dans le sens où mon activité d'exploitation, de richesse. Pour moi, c'est une manière de sécuriser et de placer. Oui, en fait, pour moi, plus qu'un accélérateur, c'est une manière d'allouer mon capital et de sécuriser une partie du capital qui est constitué. Souvent, l'entrepreneur va faire une erreur dans son développement, c'est qu'il va réallouer 100% de ses gains dans le développement de son activité d'exploitation, en réinvestissant constamment, typiquement. Je suis d'accord, pour moi c'est une erreur. Dans de la pub, etc. Plutôt que de sécuriser une partie de ses gains sur un sous-jacent qui peut s'apprécier dans le temps, indépendamment du résultat de ses ventes. Oui, c'est sécuriser partiellement une position. Ouais. Et le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Tu peux définir rendement du capital, s'il te plaît? C'est une blague, évidemment. Je te remercie. Pour un enfant de 5 ans ou quoi? Ici, c'est le podcast 10M, donc les gens savent et font la différence entre un rendement et une rentabilité. Mais non, très intéressant. Donc ça, c'est le premier point. Tu n'es pas un trader, tu es un investisseur. Et deuxième point, tu ne fais pas le malin avec tes graphiques à 2 balles. Tu es dans l'analyse fondamentale comme l'est l'entrepreneur qui veut investir dans l'économie réelle, parce que la bourse n'est que
la transcription d'une économie réelle. Derrière, il y a des vraies Il n'est entreprises, que composé d'entreprises réelles, surtout peuvent- pour des petites boîtes. oui, et qui peuvent nous inspirer en tant qu'entrepreneurs. Pour moi, finalement, ce parcours, le fait, j'ai eu énormément de chance de m'intéresser finalement au marché boursier dès mes débuts, parce que ça a été d'une part le sujet de ma première entreprise, d'autre part un lieu qui m'a passionné et qui me permet aujourd'hui d'avoir un processus d'allocation de capital que je maîtrise parfaitement. Et troisièmement, ça a été une source d'inspiration énorme pour notamment une nouvelle entreprise que je suis en train de créer dans le monde du logiciel, parce que j'ai compris quelles étaient les entreprises qui avaient un taux de croissance de leur valeur intrinsèque très important sur une perspective très long terme, ce qui nécessite d'ailleurs entre autres un bon processus de décentralisation de la création de la valeur. Et donc c'est une très bonne école également pour entreprendre si on voit la bourse uniquement via son prisme fondamental, via les entreprises qui la composent et via finalement cette perspective comptable, stratégique et opérationnelle qu'elle peut nous enseigner. Ouais, il y a un truc qui est intéressant dans les petites capitalisations boursières, tu me diras si tu l'as vécu comme ça, je trouve qu'on tend vers une forme de simplification, on tend plus vers le réel, par opposition avec la complexité d'une multinationale. On est sur quelque chose de plus basique, de plus compréhensible, et en fait on a cette possibilité de mieux lire en fait l'activité. Appréhensible. Comment ? C'est plus facile à appréhender. Ouais, exactement. En fait, tu as une lecture, parce que rappelons la taille, on n'a pas parlé. Quelle est la taille d'une petite capitalisation boursière dans tes définitions ? On parle d'entreprises entre 100, 200 millions à 2 milliards. Donc c'est quand même relativement petit quand on voit une capitalisation boursière. Alors je vais prendre un extrême, mais je crois que LVMH c'est 400 milliards. C'est ça. Voilà. Et en effet, ces entreprises-là une entreprise comme LVMH, comme Alibaba ou autres, sont des ensembles extrêmement complexes, qui sont très difficiles à appréhender pour un investisseur notamment, particulier ou pour un investisseur professionnel qui a une petite équipe à sa disposition, alors qu'en effet, une petite entreprise dont on comprend bien le processus de création de valeur. Qui est limité en espace géographique, par exemple. Qui est limité en espace géographique, par exemple, ou pas. Mais tu vois, une petite entreprise avec un business simple qui est en train de mettre en place, parce qu'elle a un nouveau directeur, tu vois, un processus de croissance externe, prédictible, sur une cible donnée, qui lui est accessible, sur des seuils qui sont bien définis, globalement, tu peux prédire finalement une appréciation continue de sa valeur intrinsèque et la pérennité de l'appréciation de son capital. Alors, tu vois, là, il y a un point qui est important. Pourquoi les petites capitalisations boursières m'intéressent ? Parce qu'il y a cette accessibilité dans la compréhension que tu n'as pas. Il y a une notion en économie qui est fondamentale, qu'on peut appliquer à tout pratiquement. C'est la notion de rationalité limitée, qui est issue de Herbert Simon, qui est un prix Nobel d'économie. La capacité qu'a un individu à comprendre la complexité d'un domaine est par définition limitée. Si on prend par exemple un cas concret pour que les gens puissent comprendre, si tu prends un conseiller clientèle en banque, parce qu'il fait de l'aspirateur, de la carte bancaire, de la télésurveillance, du prêt immobilier, de l'assurance vie, etc., a une capacité, une rationalité, une capacité à absorber une quantité d'informations qui est limitée. Donc les small caps, ce qui m'intéresse en fait, c'est que comme c'est relativement petit, on comprend mieux dans quoi on met son argent. J'ai du mal à comprendre sur des grosses boîtes où l'analyse en fait de l'activité dans son aspect tentaculaire me fait peur. Alors je veux avoir ton avis là-dessus. Et il y a aussi un autre truc. En fait, moi, la bourse, je trouve ça extrêmement complexe. Pour être honnête avec toi, j'ai l'immobilier. Je trouve ça infiniment plus simple. Et je trouve que le niveau de complexité, le niveau de compétences à acquérir pour être un bon investisseur en termes de psychologie, en termes techniques, en termes de connaissances sectorielles, etc. Je trouve ça extrêmement, je trouve ça très très complexe. Et c'est là où il faut aussi savoir travailler avec des bons, parce que si on fait un parallèle avec l'immobilier, il y a énormément de médiocrité, et dans un domaine tellement plus complexe qu'est la bourse, je me dis qu'il faut absolument travailler avec des bons, parce que le domaine intrinsèquement est beaucoup plus complexe. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Je n'hiérarchiserai pas la complexité. En revanche, je soulignerai le fait que tu es obligé d'agir
d'apprendre à agir avec moins d'informations. Tu maîtrises moins de choses. Tu maîtrises moins de choses et c'est très difficile quand... Moi, 100% de mon patrimoine est en bourse aujourd'hui. Et ça peut paraître difficile d'avoir une telle exposition avec le fait d'accepter si peu de maîtrise opérationnelle des entreprises sur lesquelles on est exposé, politique vis-à-vis des risques. J'ai des expositions en Colombie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine. 38% de mon portefeuille est en Asie. Il y a énormément de variables que je ne maîtrise pas. Mais ça nécessite donc d'agir plutôt sur une notion de probabilité de gain en suivant un processus qui est logique, rationnel, et d'accepter qu'il y aura forcément des désillusions, que de toute façon sur un portefeuille composé de 20 actions, il y en aura peut-être que 4 ou 5 qui dépasseront toutes les autres et le reste auront une performance similaire, voire moins bonne au marché, mais ce n'est pas grave. Et d'accepter que certaines choses vivront très mal certains cycles, d'autres très bien. Et bref, d'accepter cette évolution, d'accepter le hasard, d'accepter cette imprédictibilité. Et ça, c'est très difficile, surtout dans un processus entrepreneurial où pour devenir indépendant financièrement, pour atteindre les niveaux de revenus qu'on a atteints et auxquels on prétend, on doit prendre le contrôle sur tout dans notre vie. Alors que la bourse, à un bon niveau, nécessite d'accepter de perdre le contrôle sur certains éléments et de laisser au temps le temps d'agir. Et ça, c'est très très dur. C'est très très dur. Donc, et d'accepter le fait qu'en agissant moins, tu peux avoir des résultats également beaucoup plus importants. Et donc, parfois, ton temps de travail sur ton portefeuille va être inversement proportionnel à ta rentabilité parce que tu vas vouloir être actif, alors que la meilleure des choses que tu as à faire, c'est de rester sans rien faire pendant 5 ans. Desgiraud avait sorti une petite étude sur quels étaient les portefeuilles des particuliers qui performaient le mieux. C'était ceux des particuliers qui avaient oublié leur mot de passe ou qui étaient morts. Ouais, donc ça en dit long sur la capacité finalement, sur ta marge de manœuvre à agir sur ton portefeuille. Et sur l'importance de réduire son taux de rotation et d'aller chercher du coup des actifs d'une très grande qualité, des entreprises d'une très grande qualité qui résisteront à l'épreuve du temps, qui sont antifragiles, qui ont un bon processus d'allocation de capital, qui vont assurer la croissance continue de leur valeur intrinsèque, ou une très bonne rentabilité du sous-jacent si tu achètes une société minière en Mongolie dans le charbon qui te verse On va en parler. etc. Fermer les oreilles. S'il y a des gauchos écolos, il vaut mieux se fermer les oreilles là, parce que ça crache du CO2 et l'ESG là, c'est ESG non? Mais c'est ça non? Non, il faut pas cracher sur le gaucho écolo. Il faut juste se rappeler que l'intention ne vaut rien, que seule l'action compte, et c'est pour ça que c'est si difficile d'être éthique, mais qu'en parlant d'éthique, Mark Weber différencie fort justement l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est celle qu'on a lorsqu'on trie nos déchets ou lorsqu'on refuse le vaccin Covid parce qu'on est contre la politique actuelle. L'éthique de responsabilité, c'est celle que vous avez quand vous suppliez Pfizer de réduire le prix de ses médicaments parce que vous êtes aux États-Unis et que votre gamin a un cancer. Et lorsqu'on parle de son patrimoine, lorsqu'on parle de ce qu'on constitue pour sa famille, pour une décennie, pour des décennies, pour même des siècles et des siècles, pour certaines familles, ou en tout cas lorsqu'on parle d'une constitution d'un patrimoine, il faut très rapidement adopter une attitude responsable et abandonner toute éthique de conviction et agir réellement avec responsabilité, froideur et justesse. Ce qui nous amène à l'huile de palme et au charbon. C'est intéressant ce que tu dis parce que je suis contre la moralisation des affaires. En fait, je suis pour l'éthique, mais pas faire dans la moralité. Ce qui est étonnant, parce que l'éthique, par définition, c'est le jugement moral. Mais non, ce que je veux dire, c'est que dans l'éthique... Réponds à la question. Oui, mais je vais répondre. En fait, dans l'éthique, en fait, dans la morale de la bien-pensante... Dans l'éthique ou la morale? Alors, moi, je suis plutôt dans l'éthique. Je vais prendre un exemple. L'éthique relève, par exemple, dans un niveau professionnel, dans ta capacité, finalement, à respecter tes engagements, une méthode professionnelle, tes clients, etc. Ça, c'est de l'éthique. Maintenant, venir introduire un critère de morale, et notamment de morale plus ou moins populaire. Tu parlais tout à l'heure d'aller dans des secteurs qui sont pas du tout... Il y a une notion de vaillance. Il faut être vaillant, en fait. Controversé. Tu vois, là, on est dans la morale.
C'est faire la morale aux gens en leur disant c'est pas bien, c'est ça le machin. Sachant qu'ils sont avec, tous avec de l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que la morale s'accompagne souvent de l'hypocrisie. Et j'ai cette expression, hein, je pense l'avoir inventée, ce que j'appelle l'hypocrisie à la française, c'est-à-dire qu'on ne veut pas... Tu les as toutes déclinées, l'hypocrisie à la française, la modestie à la française. En fait, on est alors je le vois, moi qui vis à Berlin, en fait, les Allemands sont très directs et en fait, nous en France, on aime faire des zigzags et mettre un petit coup dans le dos, mais on n'est pas dans le frontal en fait, culturellement. On préfère te laisser faire ton bazar, on va te sanctionner par derrière, alors que l'Allemand, de manière générale, préfère être plus direct. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé ça très pertinent ce que tu as dit, c'est que je vais prendre un autre exemple concret. Moi, j'ai un niveau d'éthique professionnelle qui est très élevé. Par contre, je fais ce que j'appelle en fait des offres d'achat très agressives. En fait, j'ai mon vendeur. Quand je fais une offre d'achat sur un bien immobilier, le vendeur est pieds et poings liés. Et je joue sur l'incompétence du vendeur. J'introduis une clause qui lui fait perdre 8% du prix. Et je ne lui explique pas, et je viens d'en faire passer une la semaine dernière. Donc ça représente 45 000 €. Et donc, les gens, leur premier réflexe, et c'est là où je fais la différence entre la morale et l'éthique, je suis un professionnel et j'ai tout mis noir sur blanc. Tu n'es pas compétent. Ça ne sert à rien de me faire la morale en me disant que c'est pas bien. Ce qui est pas bien, c'est de ne pas être compétent, surtout quand tu as un intermédiaire au service du vendeur. Donc, je fais une offre dont l'éthique est là, le professionnalisme, mais la morale, je m'en contrefiche de ta morale. Tu comprends ce que je veux dire ? Est-ce que tu es d'accord sur cette distinction ? Je ne maîtrise peut-être pas la différence. Est-ce que tu ferais la même offre à quelqu'un qui vendrait sa maison pour soigner son enfant ? Non, parce que là, j'introduis un autre critère. Oui, mais là, on parle de... Alors, tu vois, c'est marrant l'exemple que tu prends. Là, on parle d'un cas très précis de 3 personnes en indivision qui ont hérité d'un immeuble. Donc, et même si c'était... donc, on est à l'inverse de ce que tu es en train de dire. Non, c'est que la morale, le charbon, c'est mal. L'hypocrisie, j'en ai besoin, mais en même temps, je te dis que toi, investisseur, t'es pas bien, t'es pas gentil, tu ne respectes pas la planète. Je trouve que c'est un critère qui est finalement contre-productif. Et est-ce que vraiment tu peux te permettre d'avoir ce genre de critères dans la constitution d'un patrimoine ? Pourquoi pas, hein, mais ça n'a pas l'air d'être ton cas, c'est pas le mien. Peut-être que Hugo est plus dans cet état d'esprit. Je trouve que c'est un bon piège à lapin de 3 semaines que de dire investissez écolo, faites-vous traverser par mon placement complètement surestimé parce qu'il est vert. Et beaucoup de gens se perdent dans cet écueil et c'est bien dommage. Aujourd'hui, les placements donc classifiés ESG ont eu des performances médiocres parce qu'ils ont été complètement surinvestis, donc c'est le prix à payer peut-être. Et souvent, le prix à payer de suivre la foule et de ne pas être contrarien, c'est celui d'une perte en capital. Donc, en tout cas, faisant fi de cette notion de considération éthique, je pense que d'une manière générale, il est essentiel de réfléchir par soi-même. Et quand on réfléchit activement par soi-même sur notamment le charbon ou l'huile de palme, on se rend compte que donner à ces sociétés les moyens de produire, peut-être d'ailleurs d'une manière plus propre, en réduisant la teneur en soufre des combustibles, pour une société dans l'huile de palme, en faisant en sorte d'améliorer son rendement dans une zone donnée et de répondre à certaines normes pour ne pas maximiser la déforestation en Indonésie. Ce genre de choses, on agit peut-être d'une manière beaucoup plus proactive pour que les choses s'améliorent, plutôt qu'en se disant c'est sale, je n'y touche pas. Et donc en désinvestissement, ce genre d'actifs qui sont aujourd'hui absolument essentiels à tous les maillons de la chaîne économique mondiale. Tu assumes, toi, ce positionnement dans l'économie sale au sens écologique du terme ? Oui. Parce que tu ne te sens pas... Il n'y a pas eu une once d'hésitation. Oui, mais en fait, bien sûr, tu ne te sens pas responsable de la situation. Ah, alors, comment dire ? Alors non, je ne me sens pas responsable de la situation et je pense qu'à la fin de ma vie, je serai bien plus responsable de son amélioration à l'échelle du monde que la plupart des individus jugeant cette position. Parce que ça fait partie des choses qui me feront plaisir que de me pencher sur ce genre de cause une fois que j'aurai coché la case de mon patrimoine, de celui de ma famille et de toutes les générations qui suivront pour quelques siècres. C'est du bonus après. Après, forcément, on peut s'intéresser aux ours polaires. Mais lorsqu'on pense aux ours polaires sur un rond-point, avant même de pouvoir subvenir à ses propres besoins, je trouve ça légèrement hypocrite. Ouais.
Ouais. Bon, après, à 100 millions d'objectifs, on est largement au-dessus de la subsistance. Il faut toujours Il y a une marge de beaucoup- sécurité. Non, mais prenons en compte l'inflation. Ne surestimons pas cet objectif des 100 Alors- millions. 100 millions en prenant en compte une inflation similaire Alors- aux 50 dernières années dans les 50 mais prochaines, on on arrive est- juste à un capital de Ouais, 10 mais millions attention, en on est termes de dans... valeur. Non, mais moi, je suis s'en pas fout. sûr de ce calcul. Moi, je On vais est dans vous une dire zone quelques- hors post-Covid On va. où l'inflation est quand même extrêmement stable. Et d'ailleurs, dans le cahier des charges de la Banque Centrale Européenne, sa seule mission est de lutter contre l'inflation. pour avoir L'inflation une est de la inflation- maintenir à 2 points. Ouais. Mais sauf que quand tu doubles la masse monétaire sur les 2 dernières années. C'est pour ça que je te dis hors période, sauf c'est une que- exception. Tu penses que Je on va pense que retourner encore dans ces... Je pense que ces exceptions vont se multiplier. Je pense que le taux d'inflation réel indiqué n'est pas exact par rapport au Mais taux tu prêches d'inflation moi, je suis d'accord avec qui toi. est sur- réellement vécu par les particuliers. Et je ne suis absolument pas convaincu que le taux d'inflation qu'on arrivera à maintenir au cours des 50 prochaines années sera inférieur à celui qui a été maintenu au cours des 50 dernières. Et en prenant l'hypothèse pessimiste qui soit similaire, l'objectif des 100 millions correspond juste à un objectif de 10 millions à une échelle de 50 ans. À voir, ça se calcule, mais en tout cas, je fais partie de ces gens qui conseillent de raisonner en taux réel, évidemment, l'inflation. Moi, j'ai envie de dire une chose plus simple, vu qu'on va tous investir dans le charbon, on n'a pas besoin de se soucier où on sera dans 50 ans. Ça va être le podcast 10M, le On va se podcast faire des immoraux. C'est- Des immoraux. Tu vois Dommage. Ça, c'est avoir une éthique. Ce qui m'intéresse, on vient de parler de charbon, d'ours polaire, mais le plus important est de s'intéresser au-delà d'objectifs qui sont conséquents, mais une fois l'inflation retirée, réaliste. Pourquoi investir dans les small caps et pas dans des blue chip comme tout le monde le fait? Pourquoi Ouais. pas avoir acheté du Nvidia? Pourquoi ne pas avoir acheté Il va y avoir. Alors, tu peux acheter n'importe quelle classe d'actifs en soi en bourse, mais il va y avoir 4 raisons pour lesquelles je vais favoriser les small caps et pour lesquelles je pense qu'un particulier qui a la prétention de souhaiter battre le marché et qui va s'exposer au risque de choisir des valeurs mobilières une à une par lui-même a tout intérêt à s'intéresser aux small caps. Le premier point, est relatif à la compétition. Lorsque tu prétends faire mieux que le marché en allant acheter des grosses capitalisations, tu prétends avoir plus de compétences que BlackRock et que la plupart des fonds d'investissement du monde qui ont une armée de professionnels autour d'eux, qui font très bien leur travail, qui ont des pouvoirs que tu n'as pas également pour agir d'une manière parfois macro sur le marché, qui vont avoir des outils bien plus sophistiqués que toi pour travailler les cours, entre autres, etc. Ouais. Et de ce point de vue-là, je vais être intéressé par les small caps parce que la liquidité propre au marché des small caps est très faible. Et de par la très faible liquidité, il va y avoir moins de professionnels qui vont s'intéresser à cette classe d'actifs. Et pour donner un exemple très, très simple, je crois que j'ai dû le dire précédemment, mais Louis-Vincent Gave, qui est le fils de Charles Gave et qui est un de mes mentors, une fois donc on échangeait ensemble sur une société minière, il m'a dit oui, on est également tombé dessus avec mes analystes, mais on n'a pas pu y rentrer parce que proportionnellement aux sommes qu'on a vocation à placer, on aurait eu trop d'impact. Parce que d'une part, et ça aurait pris trop de temps. Parce que si la liquidité est très faible, si tu as envie de placer ne serait-ce que peut-être 20 millions sur un titre, tu peux mettre sur des small caps parfois peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois à rentrer. Et puis, tu vas dépasser des seuils réglementaires qui vont engendrer énormément de complexité. Donc, ça se retrouve à être une classe d'actifs qui va être vraiment fuie par un grand nombre de professionnels, suivi par finalement très peu d'analystes, et sur lesquels des principes intemporels tels que ceux de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, vont être utiles et applicables. Des principes dans lesquels on se retrouve parfois à acheter, à rentrer en position sur un titre à une valeur comptable inférieure à la valeur de sa capitalisation boursière. Pour donner que cet exemple, à avoir des boîtes qui se retrouvent à être complètement sous-évaluées proportionnellement à leur valeur ajoutée. Et ça va être, selon moi, déjà la première intérêt. Ce premier intérêt, donc, qui en couvre deux, la liquidité et le seuil de dépassement qui font que les professionnels vont être moins intéressés par cette classe d'actifs. Donc, on n'est finalement pas en compétition directe avec des professionnels. Les deux autres points, ça va être déjà la performance rétroactive, ce qu'on appelle le benchmark, la performance moyenne des small caps sur un plan indiciel sur les 100 dernières années est à environ 1,2 points supérieur à celle du S&P 500.
ce qui en fait un intérêt, d'après l'étude de Fama et French, pour ceux qui souhaitent approfondir ce point. Et enfin, c'est une phrase de Jim Slater, qui est un investisseur small cap que j'aime beaucoup. Il aime à dire qu'un éléphant ne galope pas. Et bon, c'est faux, un éléphant peut galoper, mais il ira moins vite en tout cas qu'un guépard, notamment parce qu'il est plus léger. Lorsqu'on parle d'énergie, notamment en physique, il va y avoir la composante associée à l'énergie cinétique, qui va prendre en compte la vitesse, la masse, etc. Bref. Et il est énergie cinétique et énergie mécanique. Et il va être très important du coup de prendre en compte le poids des éléments. Et pour qu'une entreprise passe de 100 millions à 1 milliard, eh bien, aujourd'hui, les processus sont connus. On va parler de croissance externe, on va parler de différentes choses. Mais passer de 1 trilliard à 10 trilliards, ça demande des éléments bien plus complexes. Et c'est pour ça que, globalement, et c'est ma théorie aussi sur un plan entrepreneurial, toute entreprise connaît des cycles, création, expansion, stagnation, déclin, et qu'il faut être très au fait de ce processus-là, autant sur un plan entrepreneurial que pour tout investisseur. J'ai une question, Rémi. Tu as dit, sauf erreur de ma part, des entreprises dont la valeur comptable est inférieure à la capitalisation boursière, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire quand tu as une capitalisation boursière qui est inférieure à la valeur comptable, c'est là que tu fais une bonne affaire. Je te remercie pour la correction. Oui, en effet. Donc c'est un ratio qu'on appelle la book value. Et en effet, donc, ce qui va nous intéresser sur des sociétés vraiment value, sous-évaluées, notamment dans le cadre de sociétés minières, dans l'or par exemple, c'est de se retrouver dans une situation où on va acheter des boîtes même pas au prix comptable, à une valeur inférieure à la valeur du stock d'or. Et si la boîte n'a pas un gros passif, on peut factuellement se retrouver à acheter de l'or moins cher que ce qu'il ne vaut. C'est intéressant parce qu'il y avait il y a un moment donné, je t'en prie, il y avait la valorisation, la capitalisation boursière de PSA, à un certain moment était inférieure à la valeur du stock. Et ça, c'est une anomalie et il faut être en capacité de la saisir si on pense que la société ne va pas non plus déposer le bilan. En faisant attention sur ce genre de titres, donc typiquement les sociétés automobiles sont des entreprises très très cycliques. Et donc on peut en tirer parti, mais ça demande vraiment des qualités exceptionnelles. Warren Buffett espagnol, nommé Francisco Gracia Parames, en a fait son expertise. Il a un total return d'environ 15% par an depuis 30 ans. Il a d'ailleurs créé son propre fonds, Cobas Asset Management, il y a ça, je crois, 5 ans. Et il a écrit un ouvrage de référence en la matière, également édité chez Valor. Dans les tapas L'ANAC, comment ? Dans les tapas qui s'appelle Investir à long terme, évidemment. Et que je vous recommande. Ça a été d'ailleurs un des premiers bouquins que j'avais lu. Et pourquoi, tu vois, parce que comme on l'a vu dans ta présentation avant, tu es relativement jeune. Ton jeune âge aurait dû te prédestiner aux crypto, NFT. Pourquoi le value et l'équivalent de la small cap chez des cryptos, les shitcoins. Alors ça, pour le coup... je plaisante. Hein. Mais pour le coup, le pourquoi, ouais, je le dois à mon héritage familial. Quand je me suis intéressé, je me suis intéressé à l'investissement en tant que jeune, parce que j'avais très envie de... déjà, j'avais été mis dans une voie qui n'était pas la mienne et j'avais très envie du coup de très rapidement gagner ma liberté. Donc le sujet d'investir était de pair finalement. Et lorsque j'ai interrogé certains de mes oncles dont c'est le métier, ils m'ont dit, si tu souhaites t'intéresser à l'investissement en bourse, intéresse-toi au value investing, c'est la seule stratégie qui existe depuis 80 ans et qui risque donc, par effet Lindy, d'exister encore dans 80 ans. Donc tu perdras moins de temps à t'égarer en te focalisant là-dessus, ce qui t'amènera à apprendre surtout les bases, donc en t'intéressant à ce qu'est fondamentalement le socle du marché boursier, des entreprises cotées sur le marché public. Et pourquoi pas les cryptos ? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi ? Tu veux vraiment que j'entre là-dedans ? Rapidement, mais ça peut être intéressant parce que... Ouais, okay. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Rémi sur la crypto, je connais ta position sur la crypto, mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'argumentation derrière. C'est pas de l'anti-crypto. C'est du raisonnement. Non, c'est juste argumenter sur un choix qui est personnel, c'est tout. Ah ouais, déjà, c'est une prise en compte de l'histoire économique des 4 derniers siècles. Warren Buffett distingue 3 classes, disons, d'actifs. L'actif monétaire, dont la valeur se déprécie continuellement parce qu'on imprime plus d'argent qu'on en détruit. L'actif spéculatif sans valeur ajoutée et l'actif produisant de la valeur ajoutée. Et lorsqu'on s'intéresse
eh bien, au dernier siècle de l'histoire économique, on se rend compte qu'on est souvent tombé, dans le cas des bulles spéculatives, dans une surestimation notamment de l'actif produisant de la valeur ajoutée. Enfin, en tout cas, on est tombé dans le fantasme du fait de se dire qu'une technologie, typiquement, allait produire une valeur ajoutée bien supérieure au sous-jacent. Mais je vais revenir sur ce point. Mais globalement, lorsqu'on surestime, par exemple, un actif, juste pour revenir sur ce point, un actif spéculatif sans valeur ajoutée, c'est par exemple une carte Pokémon ou un Van Gogh qui est sur le dernier siècle ce qui a le mieux marché. Et un actif produisant de la valeur ajoutée, c'est par exemple une parcelle avec des pommiers qui produisent des pommes ou encore des parts du cigarettier Philip Morris International. Et à votre avis, je vous pose la question, quel a été l'actif qui a le mieux marché sur les... Intuitivement, on a envie de dire... Entre le Van Gogh et une action Philip Morris International. On a envie de dire le Van Gogh, intuitivement, mais je pense qu'il y a un piège. Bien sûr, et le Van Gogh, donc sur le dernier siècle à l'échelle séculaire, et on parle de l'actif spéculatif sans valeur ajoutée qui a eu la meilleure performance, on est sur du 13% par an en TRI, alors que Philip Morris International, on est sur du 17,2% par an, et c'est également la valeur mobilière qui a la mieux fonctionné. Mais pourquoi ? Parce que c'est une société qui produit de la valeur ajoutée, elle vend quelque chose qui ne coûte que quelques centimes à produire, quelques euros, et le produit crée de l'habitude, par la nicotine, dont certains ici... sont victimes. Qui Et c'est important. Et donc, si on revient juste sur cette notion d'actifs spéculatifs sans valeur ajoutée et d'actifs produisant de la valeur ajoutée, souvent, lorsqu'on s'intéresse aux dernières bulles, en commençant par peut-être la Railway Mania de 1800, donc la bulle des chemins de fer, on va se retrouver à avoir une technologie qui va changer le monde. Les chemins de fer. Et ça a changé le monde. D'ailleurs, certains disent que c'est une des raisons de l'éclatement de la guerre de sécession. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais ça a changé le monde. Du coup, on a complètement surestimé. On se retrouve à avoir une bulle économique énorme. On va surestimer la valeur d'une technologie proportionnellement à sa production de valeur ajoutée. Et finalement, 50 ans plus tard, on se retrouve à avoir des boîtes qui s'échangent globalement 10 fois ce qu'elles peuvent produire en matière de revenus après impôt, ce qui est juste des seuils de valorisation normaux. Un siècle plus tard, la bulle de l'automobile. Pareil. Des milliers de boîtes automobiles voient le jour. On va complètement surestimer et surinvestir ce secteur, surestimer le potentiel de valeur parce que l'automobile va changer le monde. Et c'est vrai, l'automobile a changé le monde. Mais ça ne change rien au fait que la valeur du sous-jacent reste corrélée à sa production de valeur ajoutée. Donc ne tombez pas dans l'écueil de surestimer la valeur d'une technologie. Restez loin des bulles, loin des gains anormalement élevés proportionnellement à la production de valeur ajoutée. Focalisez-vous sur le fait de bien acheter. Focusez-vous. Fondez votre stratégie sur le fait d'acheter des biens de qualité à une valeur juste proportionnellement à ce qu'elle ne vaut. Et juste pour citer l'histoire moderne, quand on pense aux années 2000, on est encore une fois tombé dans cet écueil. On a estimé que des valeurs de sociétés qui ne produisaient rien étaient complètement folle parce qu'Internet allait changer le monde, et Internet a changé le monde. Parce que les gens ont peur de passer à côté d'une opportunité. Il y a ce phénomène également. Et Warren Buffett est allé à l'encontre d'ailleurs lors de cette bulle, et ça ne l'a pas empêché d'une manière raisonnable de continuer à avoir une performance juste exceptionnelle parce qu'elle est pérenne. Et il est toujours dans le jeu. Donc, et aujourd'hui, je ne nie pas le fait que la crypto-monnaie, la cryptographie puisse changer le monde. Quoique j'en doute sur un plan technique, vu, je pense, sa faible espérance de vie face à l'ordinateur quantique. Mais c'est un autre débat. Ceci étant dit, je n'ai pas aujourd'hui d'entreprise qui me semble assez intéressante pour y allouer mon capital, dans le sens où déjà, la crypto-monnaie n'est pas un actif produisant de la valeur ajoutée, et je n'ai pas d'entreprise corrélée à ce secteur que je peux acheter à un bon prix, donc je m'en tiens très très loin. Et c'est globalement l'argument. C'est un discours qui a le mérite d'être original, en tout cas. Et clair. Et détaillé. T'as des questions, Fouad, sur... Ouais, moi j'ai rapidement, peut-être tu as répondu indirectement, un exemple intéressant de petite capitalisation boursière où on a, là je trouve que c'est le top quand même, acheté à une valorisation inférieure quasiment aux capitaux propres de la société. Ça c'est quand même intéressant. Et je sais pas si c'était un exemple. J'en ai plusieurs. Il y en a. J'ai eu des exemples pendant le Covid, mais là c'était un petit peu plus technique. C'était dû typiquement en Turquie. Il y avait la lirature qui était en chute libre, et on se retrouvait avec une situation où l'actualisation, notamment l'actualisation trimestrielle des bilans et des comptes de résultats induisait une décorrélation entre la valeur réelle des stocks
Et ce qu'on pouvait observer, donc là-dessus on a pu faire de l'arbitrage, mais ce n'était pas une vision très long terme. En revanche, j'ai au cours des dernières années, je me suis énormément exposé au marché asiatique, parce qu'on se retrouvait notamment sur des secteurs controversés comme l'énergie, à acheter des actions vraiment une bouchée de pain proportionnellement à ce qu'elles produisaient, mais de réelles anomalies. Et j'en ai parlé publiquement au cours des 2 dernières années, notamment d'un titre sur lequel je suis exposé, qui s'appelle Kinetic Development Group. Le ticker, c'est 1277. Cette société, lorsque je la présente publiquement sur mes réseaux sociaux, on l'a présentée avec un PER, donc un ratio prix sur prix d'achat, donc capitalisation sur bénéfice, en gros, de 2. Elle me versait plus de 20% de dividendes. Elle a depuis corrigé logiquement. À court terme, le marché vote, à long terme, il l'évalue. Mais c'est typiquement une situation où on se retrouve face à une société qui a un gisement de charbon qui a 50 ans devant lui, dans une économie mondiale qui dépend à 40% du charbon. C'est énorme, c'est du bon sens en fait. Que tu achètes seulement 2 fois ce qu'elle produit en matière de résultats nets. C'est une cash machine. Qui te verse plus de 20% de dividendes, sachant que tu n'as pas d'impôt combien aujourd'hui le prix a doublé, tu es sur un PER de 4. Ce qui est intéressant. Et vous m'avez coupé dans ma présentation. Désolé. Parce qu'en fait, je voulais faire un super truc. Je connais le titre, puisque comme je l'ai dit, je suis membre chez Rémi. Mastermind, oui. Et je voulais en fait me servir de l'exemple de Kinetic. Tu m'en as pas parlé de ça, tu m'as pas donné le tuyau. Mais tu suis pas aussi. Je suis pas. En même temps, il y a eu des gros coupages dans l'enregistrement. J'espère que ça ne sentira pas. Je suis désolé. Donc, je voulais faire en fait, tu vois, et c'était quelque chose dont tu m'avais parlé. C'était comment investir dans les small caps et les pièges à éviter. Et je voulais faire comparer qu'est-ce qui fait doubler une small cap par rapport à une qui divise par 3. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'avais besoin d'un avis technique. Sans retenue à source. En tout cas, juste pour cette, cette boîte, en tout cas, il n'y avait pas eu de retenue à la source aussi parce qu'elle est incorporée dans les caïmans. Et c'est aussi des choses qui sont pas du tout intuitives. Le franco-français va avoir envie, par biais fiscal, de s'intéresser qu'à des boîtes dans son PEA, au lieu de s'intéresser à des sociétés en Asie, qu'on achète une bouchée de pain. Et là, par contre, c'est très important lorsque tu t'intéresses typiquement à des ratios de valorisation, de prendre en compte la moyenne du marché aussi. Et le PER moyen d'une société dans le charbon en Chine, aujourd'hui, est de 5. Donc en effet, quand on est à 4, c'est mieux, mais ça reste plus très loin de son benchmark de référence, de son indice de référence propre au secteur dans le pays. Ce qui est très important à prendre en compte. Mais dans l'absolu, alors là, tu parles d'une position relative, mais dans l'absolu, c'est très intéressant. Et dans l'absolu, sur une perspective de 20 ans, la correction a lieu de toute façon. Alors, j'ai une question. On en a parlé, et ça, c'est important de comprendre ce que j'estime être de l'intelligence, le refus de se former massivement dans un domaine parce que le coût d'acquisition en temps est beaucoup trop important à mon goût. Donc, moi, je refuse de me former en bourse. Donc, il va falloir que je trouve un peu mon équivalent sur la partie bourse, dans le sens où j'ai passé beaucoup d'heures à me former en immobilier. Et donc, je ne veux pas passer ce temps-là sur la bourse parce que j'ai autre chose à faire et je ne souhaite pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je me posais la question. Je voulais avoir ton avis sur un cas où j'ai failli être influencé parce que je me suis dit, n'y connaissant rien, on m'a présenté une cash machine à, je sais pas, je crois que c'était 20 ou 30 centimes. Donc il y avait déjà un biais sur l'accessibilité financière, en me disant, tiens, ces actions à 30 centimes, ça doit être super intéressant. Le cas Visiomed. Je ne sais pas si tu connais C'était le deuxième cas que je voulais prendre. Ah, ok. C'est le cas divisé par 3, mais moi je voulais la prendre pour une autre raison. Alors moi je voulais la prendre en termes de... Donc je voulais avoir l'avis d'un spécialiste, de quelqu'un qui a un positionnement, une spécialisation sur les petites capitalisations boursières. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que c'est une cash machine ? Est-ce que c'est intéressant quand on regarde le chiffre d'affaires, quand on regarde les résultats, une boîte, de ce que j'ai compris, qui n'a jamais gagné d'argent, mais dont on promettait, je crois, un quadruplement de la valorisation, de passer de 20 centimes à 80 centimes. Et donc, je voulais avoir l'avis d'un... C'est comme si moi, tu me demandais qu'est-ce que je pense de la sous-location professionnelle ou de la colocation, alors que tes cadres supérieurs, que tu gagnes 250 000 € par an, qu'est-ce que je pense de la coloc ? Je vais te dire, écoute...
c'est pas pour toi. Donc voilà, je voulais avoir ton avis, l'avis d'un spécialiste. Je vous coupe 5 secondes. Il y a une nouveauté, il faut se mettre à l'heure actuelle. C'est l'ameublement de van et la location sur le Bon Coin. Ah oui, mais ça, c'est encore autre chose, ça. Excusez-moi. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait la différence fondamentale entre un kinétique? Parce que moi, la question, c'était, tu vois, c'était différencier kinétique et doubler de valeur. Et sur la même période, comparé à Visiomètre qui a été du marketing, qui a bénéficié de plus de marketing que Visiomètre. Deux choses, la rentabilité et le rendement du capital. Mais je vais aller bien évidemment plus loin. Et je dis bien rentabilité et rendement, parce que je te remercie pour la... Je parle d'une société qui verse, quand on parle de kinétique, on parle quand même d'une boîte dont le cours s'est apprécié de 100%. Et qui nous verse 20% de dividendes annuels. Bon. Visiomède, il faut prendre en compte le secteur. Et d'une manière générale, je me tiens très loin du secteur des biotechnologies parce que c'est un secteur infiniment complexe. Très, très complexe. Et la première chose à faire lorsqu'on va en bourse et lorsqu'on s'intéresse à ce monde-là, c'est bien évidemment de rester dans son cercle de compétences. Alors, juste une précision. Ouais. Biotechnologie, là, c'est un laboratoire qui fait des prises de sang toute la journée. Tu trouves que c'est de la biotechnologie ? Il y avait une partie ça rentre dans ce domaine-là, dans le sens où ces perspectives de revenus et ces promesses de gains sont associées à l'obtention de droits d'exploitation et d'agréments. Et en règle générale, ce genre de sociétés sont pour beaucoup des énormes flops parce qu'on va donc la créer, va y avoir des promesses de gains potentiels qui, en effet, lorsque les sociétés obtiennent les agréments, peuvent être monumentaux. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce sont des processus très longs et qui prennent parfois 5, 8, 10 ans et il y a souvent beaucoup de casse au cours de ces processus parce que ça nécessite énormément d'investissement et donc d'une manière générale, d'une manière déjà assurée, on n'achète pas un bien qui est de base rentable. On fantasme un gain potentiel sur quelque chose qui n'existe pas. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que tu dis pour que ce soit contradictoire. On parle d'une boîte qui a été créée il y a 17 ans, je crois, en 2007. On parle d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. C'est-à-dire que nous, la boîte qu'on va reprendre avec Madeleine, a un chiffre d'affaires qui est déjà à ce niveau-là. Donc, est-ce que toi, tu trouves que déjà, en termes de taille, est-ce que ce n'est pas une très 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 petite capitalisation boursière? Est-ce que déjà c'est pas anormalement petit de ton point de vue? On parle d'une micro-cap, on n'est pas sur une small cap. D'une micro-entreprise. Une micro-cap, c'est inférieur du coup à 100 millions. Donc on est même une capitalisation boursière inférieure à 100 millions, mais même, d'une manière générale, je n'irai pas. Est-ce que ça t'alerte? En fait, c'est ma question. Alors, ma question sous-jacente. 120 si je dis pas de bêtises. Non, je parle du chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires généré, pardon, je parle du chiffre d'affaires. Bien sûr. Parce que c'est bien la valorisation, mais on en revient au ratio. De base, les ratios fondamentaux sont juste. Oui, bien sûr. Je voulais juste avoir. Tu sais que moi, j'aime beaucoup conceptualiser, intégrer des critères, des paramètres. Est-ce que la taille du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle n'est pas excessivement basse de ton point de vue, en termes de fragilité? Parce que le pognon qui rentre, c'est quand même. Le premier indicateur à prendre en compte. Ton chiffre d'affaires, tes ventes, oui, c'est extrêmement fragile. William Higgins, qui est quand même le maître à penser des small cap value en France, parce que c'est celui qui a le meilleur track record sur les 30 dernières années dans la thématique, fonds Indépendance Expansion, 13,2% par an, net de frais de performance sur les 30 dernières années, c'est énorme. qui est une connaissance. Elle m'a dit qu'il ne rentre, un des critères de valorisation qui marche le mieux, et on ne sait pas l'expliquer, parce qu'il est extrêmement simpliste, c'est le price to sell. Donc ratio chiffre d'affaires, prix sur chiffre d'affaires. Et un ratio prix sur chiffre d'affaires de 1,5 est déjà une bonne façon d'une manière très simple de trier de la donnée. Donc là, dans ce cas, alors pour bien comprendre, donc ce ratio-là, ça nous donne quoi? Ce ratio-là, donc capitalisation boursière sur chiffre d'affaires. Donc là, il a été divisé par 2 entre-temps. On va prendre... Et ce ratio est notre premier signal d'alarme, parce qu'il est monumental. Il était de 12. Il est monumental. Et s'il n'est pas inférieur à 1,5, on est déjà sur une boîte qui est... on est sur une boîte que l'on achète très, très, très cher, proportionnellement à ses ventes. Est-ce que je vais utiliser un peu le langage de la rue, j'en viens un petit peu, malgré ma progression, ça ressemble à ce qu'on appelle une carotte, c'est-à-dire que là, tu me parles d'un ratio, je parle à l'instant T, on parle d'un ratio de 12, alors que toi, tu me parles de standard de 1,5.
c'est quand même c'est énorme en termes d'écart. Alors oui, maintenant, attention, moi je n'irai pas critiquer la société. J'irai critiquer ceux qui en font la promotion je pour parle le chacun. je parle Et juste ce du n'est pas ratio. pas En fait. une carotte, c'est-à-dire il faut comprendre que... comment dire, On parle d'une société qui a été sanctionnée par. Oui, mais on ne sait pas les détails. Non, les anciens dirigeants. Non, les anciens dirigeants ont été sanctionnés, me semble-t-il. Ce qui Je ne m'intéresse. connais pas le dossier en détail, je n'ai pas les états financiers sous les yeux. Ce qui m'intéresse, moi, Ouais. c'est qu'est-ce qui fait la différence entre. Mais on allait dans le Et détail. le En fait, point, il m'a donné un moi, indicateur que je ne connaissais pas. Je ne dirais pas une carotte, dans le sens où, comment dire, la société est cotée et c'est le choix de l'investisseur. Voilà, il et c'est voit le- le c'est- chiffre. Ok. et c'est- S'il achète avec discernement. Et c'est le choix de l'investisseur. Et si avec discernement, il a des compétences que je n'ai pas pour établir le fait que cette société a un potentiel de discounted free cash flow extrêmement positif de par sa connaissance précise du secteur et le potentiel de cette société dans telle direction, je suis d'accord. Par contre, si je suis pompier ou ingénieur de formation, ce qui est mon cas, je n'irai pas et que je ne connais pas d'une manière spécifique ce secteur, je ne, comment dire, je ne. Tu n'irais pas. Non, en tout cas, non, je ne me permettrai pas de prendre un tel risque parce que il n'y a pas de rendement sur son capital aujourd'hui, dans l'état de l'art. Enfin, Il n'y a même pas de rentabilité. il n'y a pas de rentabilité, ce n'est pas rentable. Les actifs constitués sont très faibles aujourd'hui et ce n'est pas un bon investissement du point de vue d'un investisseur value qui va rechercher à constituer du capital existant qui a un pari. C'est un pari. En tout cas, s'exposer à ce genre de titre, c'est une attitude de spéculateur et je ne suis pas de ceux qui spéculent. Alors, quand tu dis que c'est un pari, en règle générale, quand on parie, on n'est pas non plus dans une somme excessivement, si tu veux, élevée. Là, on paye très cher, de ce que j'ai compris. Mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'il y a comme ratio d'intéressant ou qu'est-ce qu'il y a comme ratio financier qui t'alerte dans ce cas précis? Dans ce cas, généralement, pour moi, il y a trois. Si on doit décomposer les ratios financiers que je vais utiliser au début en trois catégories, je vais utiliser des ratios de valorisation, des ratios qui vont m'indiquer l'avantage concurrentiel potentiel d'une société et des ratios de gestion. Il n'y a pas le PER aussi? C'est Pour quoi? ce qui est- Tu donc- peux nous expliquer ce que c'est que le PER? Un PER, exactement qui est un ratio de valorisation, c'est un ratio qui va comparer la capitalisation boursière d'une entreprise avec son résultat net. Et là, il est de combien? Je ne connais pas son résultat net, mais je pense qu'on peut se marrer. je vais y aller, ne me je dis vais pas y qu'il est aller. négatif. il était de moins 4 millions il y a pas si longtemps. C'est déjà, enfin tu vois, de base, tu t'orientes vers une entreprise qui a Il qui a un fait un résultat net premier négatif. résultat exceptionnel, je crois. C'est la première fois qu'il gagne de l'argent. Je crois qu'il y a eu 800 000 euros. Mais Donc, sinon, ça a toujours donc, du moins 3, moins 4, moins 5. Donc voilà. Merde. Des ratios les ratios aujourd'hui, le ratio qui est considéré comme le plus précis dans la littérature un petit peu value et GARP, Growth at a Reasonable Price, ça va être le PEG, initié par Peter Lynch, un track record de 29,2% par an pendant 13 ans lorsqu'il était à la tête du fonds Magellan. Donc où là, tu vas t'intéresser du coup à ce ratio prix sur bénéfice en prenant en compte également le taux de croissance de l'entreprise, ce qui est assez pertinent. Tu as donc également le price to book où tu vas t'intéresser à la capitalisation boursière de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable. Le Mais price dans to ce sell. domaine, qu'est-ce qui te paraît C'est crédible? multiple. Dans ce domaine, on parle d'une action de croissance. En tout cas, ceux qui s'y exposent prétendent que cette société est pertinente vis-à-vis de son potentiel de croissance. Donc j'irais plus par respect pour ceux qui mettent en avant ce titre et pour ceux qui voilà, c'est une action de croissance, en tout cas avec ce qu'on nous vend, c'est un potentiel de croissance. Donc je m'orienterai vers des ratios qui valorisent ce potentiel de croissance comme un PEG, un Price Earning Growth, et je n'irai pas vers un ratio qui prend en compte typiquement la valeur comptable d'une entreprise, ce qui est plus pertinent pour évaluer par exemple la valorisation d'une société minière. Voilà. Ok, très bien. Donc j'irai là-dessus. Maintenant, le fait que la société ne soit même pas dans le positif au niveau de ce résultat net, pour approfondir d'une manière, histoire d'être objectif, je m'intéresserai peut-être à son tableau des flux de trésorerie, histoire d'espérer que ces flux de trésorerie libres soient positifs, parce que peut-être qu'elle a eu des dépenses d'investissement de capital extrêmement importantes dans le cadre de son développement, ou que une partie de ses dépenses d'exploitation a été... Parce que typiquement, c'est vrai qu'une société comme... Une société comme Tesla, dans laquelle je n'aurais jamais investi, si on regarde ça d'une manière froide avec le temps, on aurait pu pressentir que cette société crée tout de même de la valeur, même si je ne suis absolument pas actionnaire d'un titre comme Tesla, parce qu'on voyait quand même l'augmentation continue de la valeur comptable du titre et voilà, des flux de trésorerie qui se constituaient peu à peu. Il y a beaucoup de sociétés, notamment aujourd'hui
américaines qui se retrouvent à avoir des flux de trésorerie conséquents quand bien quand le résultat net lui est négatif, et je préfère d'ailleurs largement que ce soit dans ce cas-là plutôt que l'inverse, sinon ça montre une forme d'optimisation comptable dans lequel on va faire passer beaucoup de dépenses d'exploitation dans ces dépenses d'investissement de capital, ce qui n'est pas un bon signe en matière de pratique comptable. Mais bref, tout dépend si c'est justifié ou pas. Mais en tout cas, ce sont des points ça c'est un point qui m'alerte. Bien évidemment, l'état des marges de cette société, j'imagine, doit être dramatique. La proportion du résultat brut dépensé en R&D doit être très alertant vis-à-vis de l'investisseur que je suis. Après, ce sont des considérations personnelles. Et après, je ne sais pas ce qu'il en est en matière également de ratio de liquidité, mais je pense que c'est également quelque chose qui doit assez rapidement nous alerter. D'une manière quantitative, pour ceux qui s'intéressent à l'investissement en bourse d'une manière sérieuse, il peut y avoir d'autres ratios qui nous alertent sur ce genre de titres, comme par exemple un Bailey-Shem score qui va être utile pour quantitativement détecter des fraudes comptables. C'est quoi ça, si tu peux nous expliquer un petit peu? C'est un score qui va être le résultat d'un ensemble de ratios financiers qui va nous permettre de détecter statistiquement des incohérences comptables et un potentiel de fraude. Ok. Voilà. Sur Physiomède, moi j'avais décelé un ratio qui était pas très rassurant, c'est quand tu as l'ancien DG qui va faire un post sur LinkedIn pour dire qu'il y a une fraude. Et carrément. Alors tu as aussi l'ancien DAF, c'est ça, qui fait carrément une vidéo. Oui, l'ancien DAF qui fait une vidéo sur YouTube pour se dissocier. Ça, c'est un ratio warning. Ouais. En fait, donc là, on dissocie. Enfin, il y a vraiment deux étapes fondamentales lorsqu'on va s'intéresser à un titre et qu'on va le sélectionner. On va d'abord le filtrer quantitativement ou s'intéresser à la lecture vraiment des éléments quantitatifs, et ensuite on va s'intéresser à l'analyse qualitative dans laquelle le fait de regarder avec précision typiquement l'équipe de direction, ce que dit l'équipe de direction et ce que l'équipe de direction a également pu faire dans le passé, c'est très intéressant. Et lorsqu'on voit d'ailleurs l'équipe de direction de la société qui a fait la promotion de Physiomède sur les réseaux, d'une manière d'ailleurs extrêmement douteuse, vu qu'ils avaient pris une position importante a priori sur le titre avant d'en faire la promotion à des millions de personnes, et qu'on s'intéresse au track record des fondateurs de cette société et des condamnations tu parles des influenceurs ou de la société? L'influenceur en question, il n'est qu'un vice-président de la société en question. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi au CEO et au directeur financier de cette société et à leur track record, à ce qu'ils ont pu faire. Et ça donne des indices sur les pratiques et le devenir d'ailleurs à long terme. Oui, sur chiffre d'affaires. Non, mais c'est très intéressant parce que quand tu ne connais pas un domaine d'activité, tu manques de discernement, et c'est tout à fait normal parce que tu manques de connaissances. Et comment est-ce que tu fais pour essayer de filtrer les conseils prodigués, voire la propagande, toutes ces influences plus ou moins désintéressées? Eh bien, c'est là où... Comment ? Par la compétence, et d'un autre côté... Quand tu n'as pas la compétence. En fait... Je vais répondre. On va mettre quelques filtres. Je vais mettre. C'est bien que tu répondes à la place de l'invité. Je trouve ça remarquable dans un domaine que tu ne maîtrises pas, mais je t'en prie. Non, mais c'est important de préciser, c'est que on est à côté d'un expert et j'ai en face de moi, si tu veux, je suis dans la position intermédiaire. Donc entre toi et lui, on a un réel expert, on a un réel débutant. Moi, alors, je suis même pas un débutant. C'est une classe d'actifs qui m'intéresse fortement. Je n'ai pas le socle de connaissances, et pour être transparent, je préfère travailler avec quelqu'un comme Rémi qui transpire d'honnêteté et de compétences dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que je vais le suivre aveuglément. Il y a eu une petite confusion, une inversion tout à l'heure, je l'ai repris, et ça veut simplement dire que ne soyez pas aveugle. Il est expert dans son domaine. Mais quand il connaît rien du tout, il faut... Sur les chiffres c'est là que c'est intéressant quel ratio... J'aime bien la version que pratique Charlie Munger. C'est-à-dire, plutôt que de se dire comment choisir un mauvais conseiller, comment s'assurer de choisir comment choisir un bon conseiller, comment s'assurer d'en choisir un mauvais. Et je pense qu'il peut être intéressant, en effet, de se pencher sur ses choix passés. Et typiquement, quelqu'un qui va aller à la recherche, qui va aller s'exposer
a des potentiels de gains anormalement élevés, c'est selon moi un énorme warning en bourse. Ok. Typiquement, quelqu'un qui va aller s'exposer à une bulle spéculative. Dernièrement, sur les marchés boursiers, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu sur le sujet du cannabis aux États-Unis. Il y en a eu une actuellement Sur l'IA. sur l'IA et sur tout ce qui s'attrait aux semi-conducteurs. Et si tu fonces tête baissée dans ces bulles, et si tu es entouré d'un conseiller qui s'expose à ces bulles d'une manière effrénée sans en comprendre ses écueils et ses risques, c'est un énorme, selon moi, c'est un premier très gros carton rouge. Ok. Ensuite, le track record est essentiel, et de ce point de vue-là, il peut être préférable de se tourner vers un fonds comme Indépendance Expansion, qui existe depuis 30 ans, plutôt que vers quelqu'un comme moi qui exerce que depuis 5 ans, parce qu'au moins tu te fondes quand même vraiment sur une équipe en place qui a vécu plusieurs crises importantes, et ça, et voilà, ça assoit quand même un Bien sûr, réel j'entends, socle de bien sûr. compétences. Et je pense que le fait de typiquement challenger challenger ton interlocuteur sur des sujets tels que les normes ESG dont on a parlé, les industries controversées, le rendement du capital, quelles sont les sociétés qu'ils ont... Tu peux préciser ce que c'est le rendement du capital. Quelles sont les sociétés qu'ils ont... Un gagnant du loto qui t'a qu'ils ont posé la question. qu'ils ont éjecté du portefeuille sur les dernières années, et quelles sont leurs dernières prises de position et pourquoi. Ce sont des points qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est très Il y a intéressant. une chose qui serait intéressante, c'est peut-être d'enregistrer un appel de Fouad qui appelle un conseiller de gestion de patrimoine. Pourquoi ? LinkedIn. Tu vois, pour lui poser des questions et voir si le mec, il se sent mal à l'aise. Non, mais après, c'est pas le but. Hein. Je pense qu'on Non, mais on transmet déjà beaucoup de et valeur après, ajoutée. il faut pas oublier que même une montre cassée montre l'heure exacte 2 fois par jour. Tout à fait. Donc, Tout à fait. moi, Non, ce mais que j'aime beaucoup, c'est en fait, il faut s'habituer. Moi, j'étais pas très ratio, Rémi le sait, et j'investis pas sur les actions à part au travers de toi. Moi, je suis plus simple, du bon rouge qui tâche avec effet de levier sur de l'indiciel, mais qui n'est pas une stratégie viable, qui est plus un jeu. Enfin, j'aime pas dire que c'est un jeu quand il y a de l'argent, mais qui est plus... La roulette russe. Non, c'est pas la roulette russe. Ça serait la roulette russe si j'hypothéquais et que j'avais un effet de levier. Tu peux avoir des... j'ai sorti un concept repris de l'effectuation. C'est une perte acceptable même si elle est intolérable. Donc, jouer un montant qui ne changera rien, mais qui sera quand même au fond de moi assez intolérable. Donc c'est un petit mix, une petite création originale à la fois. Et après, c'est d'utiliser des outils. C'est quand Internet marche pas bien, Fouad de demander à quoi ça ressemblait le logiciel. Le vice, quand il te dit... Volume Ah oui, Screener. j'étais curieux de voir, oui, tout à fait. et là, j'ai essayé de me connecter. Globalement, tu listes un ensemble de critères. Par exemple, un price to book inférieur à 1. Tu peux, par exemple, en un claquement de doigts, dénicher toutes les sociétés au monde qui répondent à 3 critères. Par exemple, price to book inférieur à 1, 20% de dividendes, price earning ratio inférieur à 5. Je vais regarder. Inscris ces éléments et en un claquement de doigts, tu trouves toutes les sociétés qui au monde correspondent à ces critères. Ensuite, à toi d'avoir, à toi de faire l'analyse qualitative qui va de pair, parce que par exemple, un des éléments qui va tomber, en tout cas qui tombait beaucoup l'année dernière, c'est toutes les sociétés dans le fret maritime. Mais ça, c'est une erreur. Il y avait une bulle en fait, parce qu'il y avait une rareté. Et surtout, les éléments, lorsque tu achètes une société sur la base de ses états financiers, de ses résultats financiers, tu l'achètes sur la base de ce qu'elle a fait dans le passé. Mais lorsque tu prends position, c'est pour ce qu'elle fera dans son avenir. Et donc, il est très important de prendre en considération également son potentiel futur. Et quand on parle notamment des biotech qui ont extrêmement bien performé parce qu'elles vendaient des tests Covid, eh bien, on parle de sociétés. C'est porteur aujourd'hui, les tests Covid. On parle de sociétés qui ont très bien performé sur la base d'un élément, d'un événement exceptionnel. C'était contextuel. Mais si tu te bases sur, typiquement, si tu fais un price earning growth en prenant le taux de croissance qu'il y a eu entre 2019 et 2021 pour ces sociétés-là,
et que tu fondes toute ta stratégie en pensant que ce taux de croissance va être maintenu, tu n'as rien compris Bien sûr. à la notion de justement de discounting caractère cash flow, exceptionnel de aussi. flux de trésorerie à venir, prévisible, et du caractère exceptionnel qui a fondé la rentabilité de ce capital qui n'est pas tenable dans la durée. D'où l'importance d'être habité finalement par cette perspective long terme, d'être amoureux de ces entreprises sur lesquelles on s'expose et de comprendre ce qui fonde réellement leur pérennité à long terme, Bien sûr. si toutefois elle existe, ce qui n'est pas toujours le cas. Et Est-ce ce que n'est pas le cas Visiomed pour toute sortait société. dans... Sur Value Investing Screen. Bon, bah, super. D'autres questions? Pour moi, c'était bon. Et tu me passeras le lien, parce que moi je suis utilisateur, il n'y a pas de... Parce qu'il y a la patronne qui nous attend. Je mettrai aussi, pour ceux qui le souhaitent, mon adresse email. Je réponds à mes emails et c'est avec plaisir que, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait m'envoyer un email pour échanger. Ou sur LinkedIn. Vous trouverez le nom à Rémi de Truchy de Varenne, pas Rémi double particule. Ouais. C'est Sur une la autre chaîne scène YouTube, du parlons long terme. Ouais. dîner de con. C'est ça. Vous trouverez son nom à... ça, pas du con. Merci Rémi, parce que première intervention sur la bourse. Oui. Et sans doute pas la dernière. Ça a été un vrai plaisir de l'avoir dans le podcast. N'hésitez pas à nous dire. On mettra de toute façon tous les liens. Adresse email, Instagram, LinkedIn, TikTok, Numéro de téléphone portable. numéro de téléphone privé, Date d'anniversaire. pro, anniversaire. Ouais, justement, quelque chose à fêter ce soir. Non, mais c'est bien, je suis content parce qu'on démontre qu'on n'est pas dans le sectarisme de l'immobilier. On n'oppose pas comme des débiles mentaux les classes d'investissement. La bourse, c'est très intéressant. L'immobilier, c'est très, très intéressant. Et la bourse m'intéresse. Et l'angle de la petite capitalisation boursière m'intéresse encore plus. En tout cas, moi, à titre personnel, je pense qu'il y a de fortes probabilités que je travaille avec Rémi. Donc, ça veut dire que soit vous vous formez, soit vous essayez de travailler avec des gens qui sont professionnels, qui ont de l'éthique, pas des influx voleurs, comme dirait Booba. Et donc, tu vois que ça apporte du bon également, le rap. Donc c'est important aussi de garder son discernement, sa lucidité et de ne pas faire n'importe quoi parce que le pape des réseaux sociaux vous a expliqué que c'était la cash machine. Donc tout ça, une fois de plus, c'est d'utilité publique et on est très content d'avoir reçu Rémi aujourd'hui. Une personne de grande qualité. Je voulais rajouter ça. C'était ma petite touche perso. Merci, chers amis. Merci beaucoup Rémi. Merci Fouad. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand, même si on a parlé de petite capitalisation boursière, ça parle quand même en montant significatif. C'était Hugo pour s'occuper de la technique, qui j'espère sera bonne. Et c'était Rémi de Parlons long terme. Bon courage Hugo pour le montage. Ciao, ciao.